Un millionnaire voit une pauvre serveuse apprendre à sa fille, en fauteuil roulant, à marcher, et change leur vie pour toujours. Dans le quartier Montplaisir, à Lyon, se cache un petit café dont la façade passée inaperçue semble refléter la vie de celle qui y travaille. Claire Dumas, 34 ans, enfile chaque matin son tablier usé avec la résignation douce de ceux qui n'ont pas le luxe de rêver. Depuis 6 ans, elle est seule pour tout. Lever sa fille, préparer les repas, attraper le premier tramway et assurer un service impeccable à des clients souvent pressés, parfois indifférents. Le Café des Tilleuls n'a rien d'extraordinaire, mais il est devenu un théâtre quotidien pour Claire, où elle interprète son rôle avec dignité. Entre 2 commandes, elle garde toujours un œil sur l'horloge murale. Chaque minute, volée à sa pause, est consacrée à Léa, sa fille de 6 ans, clouée à un fauteuil roulant depuis un accident tragique survenu il y a 3 ans. Claire ne parle jamais de ce jour-là, ni à ses collègues, ni à ses rares amis. Ce qu'elle partage, elle le réserve au papier. Dans un carnet de croquis qu'elle glisse discrètement dans son sac, elle esquisse des exercices, imagine des routines, dessine des outils faits maison de rééducation inspirés de vidéos, trouvés sur Internet. Le soir, après avoir fermé le café, elle récupère Léa chez une voisine compatissante, puis l'emmène dans le petit jardin derrière leur immeuble. Là, à l'abri des regards, commence un autre travail, bien plus éprouvant. Claire installe 2 chaises de chaque côté du carré d'herbe et aide sa fille à se redresser, tenant ses aisselles avec précaution. Léa tremble, gémit parfois mais sourit toujours à la fin. 3 secondes debout sont une victoire. Un pas vacillant, un triomphe. Personne ne les voit. Personne ne sait l'effort qu'il faut pour maintenir l'espoir vivant quand tout autour semble vouloir l'éteindre. Claire ne se plaint jamais, mais ses yeux trahissent la fatigue d'un combat trop grand pour ses seules épaules. Chaque jour ressemble au précédent. Réveil à 6 heures du matin, trajet vers le café, service sans relâche, retour auprès de Léa, puis encore des exercices, des massages, des lectures à voix haute. La nuit, elle s'endort sur des livres de physiothérapie ou devant des forums de parents désespérés, espérant toujours y trouver un indice, un conseil, une lumière. Pourtant, quelque chose chez Claire refuse d'abandonner. Ce n'est pas seulement l'amour maternel qui l'anime, mais une conviction viscérale que sa fille marchera à nouveau. Elle ne sait pas quand, ni comment, mais elle y croit. Et chaque tasse servie, chaque sourire forcé, chaque instant volé à sa propre vie est une pierre posée sur le chemin qu'elle trace pour Léa. Un jeudi d'octobre, alors que le ciel s'assombrit plus tôt qu'à l'accoutumée, Claire remarque que Léa parvient à se tenir debout 3 secondes de plus que la veille. Personne n'applaudit. Il n'y a ni caméra ni spectateur. Juste 2 silhouettes dans l'ombre d'un jardin oublié, une mère et sa fille, et un carnet posé sur un banc, annoté avec l'espoir de celle qui, même sans diplôme, réinvente les lois de la résilience. Dans ce monde où chacun semble pressé de réussir, Claire réapprend la lenteur des muscles qui se rééduquent, des cœurs qui se réparent, des liens qui se tissent dans le silence. Et si, pour l'instant, personne ne la remarque, elle avance tout de même, un pas après l'autre, comme sa fille l'apprendra bientôt à faire. La pluie avait commencé à tomber doucement sur Lyon en début d'après-midi, lavant les trottoirs d'une fine couche d'humidité et créant cette atmosphère feutrée que seuls les jours gris savent installer. Le Café des Tilleuls n'était pas particulièrement plein ce jour-là. Quelques habitués sirotèrent leur café en silence, dissimulés derrière leurs journaux ou absorbés par l'écran lumineux de leur téléphone. Claire, comme à son habitude, glissait entre les tables avec la légèreté de ceux qui savent faire 1000 choses sans bruit. Elle souriait, notait les commandes de sa fine écriture rapide, essuyait d'un geste précis une table encore humide de la pluie, ramenée par un parapluie mal refermé. À la porte, un homme entra, secouant légèrement les épaules sous son manteau anthracite. Il regarda autour de lui, puis choisit une table en retrait, près de la fenêtre. Claire s'approcha de lui, carnet à la main, mais son regard s'arrêta, une fraction de seconde sur son visage. Il n'avait rien d'un client ordinaire. Son allure, sa posture droite, ses mains parfaitement entretenues et surtout ses yeux d'un gris profond, presque métallique, trahissaient une présence peu banale dans ce café modeste. « Bonjour, je vous écoute », dit-elle poliment. « Un café noir sans sucre », répondit-il simplement sans lever les yeux de la vitre. Elle hocha la tête, tourna les talons et alla préparer la commande. Il ne parla pas davantage. Il resta
là silencieux, regardant les gouttes de pluie glisser le long des vitres. Lorsqu'elle revint avec la tasse, il la remercia d'un signe de tête, sans un mot. Puis il but lentement, observant le monde au dehors comme s'il attendait que quelque chose se produise. Mais ce ne fut qu'à sa sortie, une trentaine de minutes plus tard, que le moment décisif se produisit. En quittant le café, il longea la ruelle étroite sur le côté, une sorte de passage privé qui menait à une petite cour intérieure. Et là, il s'arrêta net. À quelques mètres de lui, Claire tenait fermement une petite fille sous les bras, les pieds de l'enfant frôlant maladroitement le sol. La scène était si intime qu'il eut le réflexe instinctif de reculer, mais quelque chose l'empêcha de tourner les talons. Il resta là, caché à moitié par un pan de mur, observant sans un mot. « Allez, ma chérie. Encore un petit pas, tu peux le faire, » murmura Claire à sa fille. Léa était concentrée, ses petites jambes tremblaient sous l'effort, mais ses yeux fixaient ceux de sa mère avec une détermination farouche. Elle fit un pas, puis un autre. Ses bras s'agrippaient à ceux de Claire, son corps balançait, dangereusement, mais elle ne tomba pas. L'homme, sans même s'en rendre compte, retint son souffle. Ce n'était pas une scène rare pour ceux qui les connaissaient, mais pour lui, ce fut un choc. Un moment suspendu dans le temps. Un fragment d'humanité brute, sans artifice. Ce n'était pas seulement l'effort physique qui le frappait, mais la volonté presque surnaturelle qui émanait de cette petite fille, et la force tranquille de sa mère, qui ne tremblait pas, qui ne fléchissait pas, même si chaque muscle de son propre corps semblait participer à l'effort. Il se souvint alors d'un autre jour de pluie, bien des années plus tôt, d'un fauteuil roulant semblable, d'un garçon plus jeune, d'un frère, et du silence qui avait suivi sa disparition. Lorsque Claire releva enfin les yeux, il eut le réflexe de se cacher un peu plus dans l'ombre. Il vit son visage s'adoucir malgré la fatigue. Elle prit Léa dans ses bras, la serra contre elle, puis, d'un geste instinctif, essuya les cheveux mouillés de la fillette. Il s'éloigna lentement, presque à contre-cœur, comme si quitter cette scène revenait à abandonner une part de lui-même. Mais quelque chose en lui venait de changer. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait, ni même une simple curiosité. C'était une forme rare de reconnaissance, comme si cet instant volé dans une ruelle anonyme de Lyon venait de réveiller un serment oublié. Le lendemain, à la même heure, il revint au café. Claire était surprise de le voir, mais n'en montra rien. Il commanda la même chose, s'installa à la même table. Cette fois, ses yeux scrutèrent plus attentivement les moindres détails. La manière dont elle nouait son tablier, la façon dont elle parlait aux clients, l'attention avec laquelle elle essuyait les verres. Il ne dit rien de personnel, se contenta d'observer. Mais lorsqu'il la vit se pencher pour ramasser une serviette tombée et qu'un soupir discret lui échappa, il comprit à quel point elle devait être épuisée. Il resta longtemps après que son café eut refroidi. Puis il se leva, s'approcha du comptoir et glissa une carte professionnelle vers elle. « Je m'appelle Émile Laurent. Si un jour vous avez besoin, appelez. » Claire leva les yeux vers lui perplexe. Elle prit la carte du bout des doigts, lut silencieusement les mots imprimés. « Émile Laurent, technologie médicale et réhabilitation. » Elle le regarda avec prudence, mais il n'ajouta rien. Il se contenta de hocher doucement la tête, comme pour dire « Je vous ai vu », puis il s'en alla. Et ce fut ainsi que, sans qu'elle ne le sache encore, la vie de Claire Dumas venait de croiser celle d'un homme qui allait bouleverser son monde, non par charité, pas par caprice, mais parce qu'il avait vu, en une mer courbée sous la pluie, ce que tant d'autres avaient ignoré. Une foi inébranlable que rien, pas même l'impossible, ne pouvait éteindre. Le matin s'étira lentement au-dessus de Lyon, habillé de brume persistante et de lumière terne. Les pavés étaient encore humides des pluies nocturnes et une fraîcheur légère flottait dans l'air. Au café des Tilleuls, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au parfum des croissants tièdes, tandis que Claire réajustait machinalement le napperon d'une table près de la fenêtre. Rien, dans ce début de journée, ne laissait présager une quelconque surprise. Pour Claire, les matins étaient des mécaniques bien huilées. Elle connaissait l'ordre des commandes des habitués, anticipait les remarques du patron sur la caisse et pouvait reconnaître les pas des clients réguliers rien qu'à l'écho sur le carrelage. Elle était concentrée, l'esprit déjà tendu vers l'après-midi,
où Léa devrait être conduite chez leur voisine puis récupérée avant le crépuscule pour une nouvelle session dans la cour. C'est lorsqu'elle apporta une commande de jus d'orange et de tartines à une table qu'elle le vit. Il était là, de nouveau. Même table, même manteau sobre, même regard presque absent, fixé sur l'extérieur. Il leva brièvement, les yeux croisa son regard et lui adressa un simple bonjour. Claire sentit une tension furtive dans sa poitrine. Elle hocha la tête et retourna derrière le comptoir. Elle n'avait pas prévu de le revoir. Il observa le menu un instant, puis lui commanda un café noir, comme la veille. Cette fois, sa voix était plus assurée, mais toujours calme. Claire, intriguée, servit la commande sans un mot. L'homme, Émile, d'après la carte glissée la veille, ne cherchait pas à engager la conversation. Il semblait plutôt en attente de quelque chose, ou en observation. C'était difficile à dire. Ce fut seulement lorsqu'elle revint prendre la soucoupe vide qu'il rompit le silence. La petite fille, elle va bien? Claire sentit son cœur se crisper. Elle ne savait pas comment il était au courant, mais le ton posé de l'homme, sans jugement, la désarma. Elle resta silencieuse quelques secondes, le regardant avec méfiance. Il attendait patiemment. « C'est ma fille, dit-elle simplement. Léa, elle a 6 ans. » Émile hocha lentement la tête. « Elle est courageuse. » Claire ne répondit pas. Elle était sur la défensive. Depuis l'accident, elle avait appris à décoder les regards, à se méfier des bons sentiments soudains, à anticiper les commentaires sur son statut de mère célibataire. Elle connaissait trop bien la pitié déguisée en intérêt. Mais il n'y avait rien de cela chez lui. Il ne posait pas de questions intrusives, ne lui proposait pas son aide, ne cherchait pas à savoir ce qui s'était passé. Il constatait seulement. « Elle essaie de remarcher », reprit-elle malgré elle. « Je l'aide comme je peux. Ce n'est pas facile, mais... » Elle s'arrêta là. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Le reste, elle le portait dans son dos, dans ses mains, dans ses yeux cernés de fatigue. Émile acquiesça doucement, comme s'il comprenait. « Vous avez appris seul. J'ai lu, regarde des vidéos. Parle à d'autres mères sur des forums. J'essaie de suivre ce qui pourrait fonctionner. Sans matériel, sans médecin, sans argent. » Elle haussa les épaules. Il n'y avait ni honte ni fierté dans sa voix. Juste une résignation pragmatique, celle de ceux qui avancent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il ne dit rien de plus ce jour-là. Il régla son café avec exactitude, la remercia d'un ton sincère, puis repartit, laissant Claire pensive. Elle glissa sa carte dans la poche de son tablier, mais ne l'oublia pas. Il y avait dans cet homme une intensité silencieuse, quelque chose d'inconfortablement honnête qui la laissait confuse. Il revint le lendemain, puis le surlendemain, jamais envahissant, jamais bavard. Il commandait son café, lisait un journal, observait le va-et-vient du quartier et partait après un temps. Mais chaque jour, il posait une question, courte, toujours, centrée sur Léa. Claire, d'abord sur la réserve, commença à se laisser aller à quelques réponses plus longues. Elle lui parla de l'accident. Une chute du balcon chez la nourrice, une négligence fatale, des mois à l'hôpital, des médecins pessimistes, du choc initial, de la colère, de l'acceptation lente. Elle raconta comment elle avait perdu son emploi de vendeuse à cause des absences, comment elle avait trouvé une place au café par le biais d'une amie et comment chaque minute de libre était consacrée à imaginer une vie où Léa pourrait marcher de nouveau, même si personne. D'autres n'y croyaient. Émile écoutait, toujours attentif. Il ne parlait jamais de lui, et Claire ne posait pas de questions. Elle ne savait pas encore qu'il était l'un des fondateurs d'un groupe de technologie médicale spécialisé dans la rééducation neurologique. Elle ignorait qu'il avait bâti un empire sur des dispositifs de pointe, ou que son nom apparaissait régulièrement dans les revues économiques nationales. Pour elle, il n'était qu'un client un peu étrange, peut-être riche vu ses vêtements, mais sans ostentation. Un jour, elle le surprit en train d'essuyer une larme discrète après qu'elle eut raconté la première tentative de Léa pour se tenir debout sans appui. Il détourna les yeux comme gêné et Claire fit semblant de ne pas avoir vu. Ce fut ce jour-là, précisément, qu'elle comprit que cet homme n'était pas venu par hasard. Qu'il y avait dans ses visites répété quelque chose de personnel, de profond, d'indicible encore. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, cette série de rencontres allait bientôt bouleverser l'ordre rigide de sa vie. Car Émile Laurent n'était pas seulement un observateur curieux, il était porteur d'un projet, d'une proposition qui défierait tout ce que Claire avait appris à croire sur les limites de son monde.
La lumière de l'après-midi tombait en oblique sur les vitres du café des Tilleuls, traçant des lignes pâles sur le sol carrelé. Le service touchait à sa fin, et Claire essuyait machinalement la dernière table du fond, ses gestes ralentis par la fatigue accumulée. Dehors, le ciel de novembre était d'un gris immobile. Elle avait passé une mauvaise nuit. Léa avait pleuré dans son sommeil, secouée par une douleur au dos, et Claire s'était levée 3 fois pour la rassurer, l'installer autrement, masser doucement ses petites jambes raides. Ce matin-là, elle avait failli s'endormir dans le tram. Émile était venu, comme presque tous les jours depuis une semaine. Il était resté plus longtemps que d'habitude, feuilletant un carnet de notes en cuir brun. Il n'avait presque pas parlé, se contentant de la saluer et de commander son café habituel. Claire l'avait observé du coin de l'œil, intriguée par cette constance discrète, cette présence silencieuse qui n'exigeait rien mais semblait toujours là, comme une attente suspendue. Quand elle revint en salle pour fermer les rideaux, elle le vit debout près du comptoir, tenant quelque chose dans la main. Il attendait manifestement qu'elle soit libre. Elle approcha, un peu méfiante, mais sans froideur. « J'aimerais vous parler de quelque chose », dit-il calmement. « Si vous avez quelques minutes. » Claire acquiesça, posant son torchon sur le comptoir. Elle croisa les bras, un geste inconscient de protection. « Voilà, je connais une clinique spécialisée à Paris. Une structure de rééducation pédiatrique très avancée, avec des équipements robotiques, une équipe interdisciplinaire, des résultats impressionnants sur les cas similaires à celui de votre fille. » Elle le regarda sans rien dire, l'estomac déjà noué. Il poursuivit d'un ton toujours posé, sans emphase. « Je voudrais prendre en charge les premières sessions de votre fille. Disons un programme de 2 mois pour commencer. Tout inclus, transport, hébergement, soins. Sans engagement de votre part. Si ça ne fonctionne pas, vous arrêtez. Si cela vous convient, on en reparle. » Claire resta figée, incapable de formuler une réponse immédiate. Les mots flottaient autour d'elle comme dans une langue étrangère. 2 mois de traitement à Paris, prise en charge complète. Elle comprenait chaque terme, mais l'ensemble lui paraissait irréel. Comme une de ces offres trop belles, pour être vraie, celle qui dissimule toujours un piège, une contrepartie, une humiliation. « Pourquoi vous feriez ça ?» demanda-t-elle enfin, la voix basse. Émile sembla s'y attendre. Il ne montra ni surprise ni agacement. « Parce que j'ai les moyens, et parce que je crois que Léa mérite toutes ses chances. » Elle fronça les sourcils instinctivement sur la défensive. « Et vous, vous attendez quoi en retour ?» Il secoua la tête. « Rien, absolument rien. » Elle le fixa longuement, cherchant une faille, une intention cachée. Il tenait toujours l'enveloppe dans sa main, avec des documents à l'intérieur sans la lui tendre de force. « J'ai vu votre combat, Claire. Pas dans les mots, dans les gestes. Je sais ce que vous donnez chaque jour. Et je crois que cette opportunité pourrait faire la différence. » Elle se mordit la lèvre, puis détourna les yeux. Dans sa poitrine, un mélange de peur et d'espoir grandissait dangereusement. Elle n'était pas prête pour ce genre de changement. Elle n'était pas sûre de pouvoir faire confiance à un inconnu, à un homme riche, à un monde qu'elle ne comprenait pas. « Je ne suis pas une œuvre de charité, » dit-elle brusquement. Émile hocha la tête, sans se démonter. « Je ne vous considère pas comme telle. Et ma fille, elle n'a pas besoin de promesses qu'on ne peut pas tenir. Elle en a déjà eu assez. » Sa voix s'était légèrement brisée sur les derniers mots. Émile attendit un moment, puis déposa l'enveloppe sur le comptoir. « Je comprends. Lisez quand vous serez prête. Vous n'avez pas besoin de me répondre tout de suite. » Puis il sortit du café, laissant Claire seule avec le poids d'une décision qui la dépassait. Elle resta là plusieurs minutes, sans bouger, les mains posées à plat sur le bois du comptoir. Puis, lentement, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un dossier précis avec les coordonnées de la clinique, des explications sur les méthodes utilisées, des témoignages de parents, des lettres d'acceptation pré-remplies. Tout était prêt, trop organisé. Cela la rendait encore plus nerveuse. Le soir, en rentrant, elle regarda Léa pendant qu'elle dormait. La petite avait les jambes repliées sur le côté, ses bras entourant un ours en peluche, élimé. Claire s'assit sur le bord du lit, caressa doucement ses cheveux et ferma les yeux. Une vie meilleure semblait soudain possible, mais à quel prix? Et surtout, qui était vraiment cet homme pour lui tendre la main avec autant de générosité silencieuse? Pendant les jours qui suivirent, elle évita Émile au café. Elle prétexta des horaires décalés,
changea ses trajets pour ne pas le croiser. Mais l'idée restait là, dans sa tête, obstinée. Et plus le temps passait, plus cette idée devenait une nécessité. Car au fond d'elle, Claire savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. Son corps s'usait, sa patience vacillait et Léa grandissait, posant des questions de plus en plus difficiles. Ce fut seulement une semaine plus tard qu'elle réapparut au comptoir, un matin calme. Elle servit le café habituel d'Émile, puis déposa l'enveloppe vide devant lui. « On y va », dit-elle simplement. Il releva les yeux, et dans son regard, elle vit une émotion contenue, presque imperceptible. Il ne sourit pas, ne fit pas de commentaire. Il se contenta d'un signe de tête, et dans ce silence pudique, commença quelque chose qui, bien qu'invisible encore, allait transformer leur vie à tous les trois. La nuit était tombée sur Paris lorsque Claire, assise dans une petite chambre d'hôtel réservée par la clinique, observait Léa endormie, le souffle régulier, les doigts crispés sur le drap blanc. Le voyage depuis Lyon avait été long, éreintant, ponctué de silences lourds et de pensées en désordre. La clinique, nichée dans un quartier calme du 15e arrondissement, ressemblait à ces lieux qu'elle avait vus tant de fois en photo sans jamais oser croire qu'ils seraient un jour accessibles à sa fille. Des couloirs immaculés, des équipements qui semblaient sortis d'un film de science-fiction, un personnel souriant et sûr de lui. Claire, elle, se sentait minuscule, déplacée, presque frauduleuse. Elle n'avait pas revu Émile depuis leur dernier échange à Lyon. Il avait organisé le séjour, fourni tous les documents, assuré les inscriptions et la logistique, puis s'était effacé. Ce retrait avait éveillé chez Claire une curiosité qu'elle n'aurait pas pensé possible. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi une telle générosité sans retour apparent? Elle avait fouillé sur Internet, lu des articles, regardé quelques interviews. Elle avait découvert un parcours brillant, marqué par une ascension fulgurante dans le domaine de la biotechnologie médicale, des brevets révolutionnaires, des partenariats avec des hôpitaux dans toute l'Europe. Mais ce n'était pas ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle voulait comprendre, c'était ce qu'aucun article ne disait. Le lendemain, alors que Léa passait sa première évaluation avec une équipe de kinésithérapeutes, Claire sortit sur la terrasse de la clinique pour prendre l'air. Le froid piquait ses joues, mais elle n'en fit pas cas. Elle voulait respirer, réfléchir. Elle y trouva Émile, assis seul sur un banc de pierre, un dossier fermé sur les genoux. Il la vit approcher, fit un léger mouvement de tête. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. Léa était nerveuse, mais elle s'est laissée faire. Ils ont été très doux avec elle. Il hocha la tête sans commenter davantage. Le silence s'étira, pas inconfortable mais dense. Claire, les bras croisés, hésita. Puis, sans le regarder, elle parla. « J'ai lu des choses sur vous, vos entreprises, vos inventions. Vous êtes quelqu'un d'important. » Émile tourna lentement les yeux vers elle, sans surprise. « Ça dépend pour qui. Mais tout ça, tout ce que vous avez fait pour Léa, vous ne la connaissiez pas, vous ne me connaissiez pas, je veux comprendre pourquoi. » Il sembla peser ses mots, puis posa lentement le dossier à côté de lui. « J'avais un frère, Théo. Il avait 11 ans quand il est tombé d'un arbre dans le jardin de mes parents. Une chute banale, sauf qu'il a atterri mal, sur la nuque. La moelle épinière a été touchée, paraplégique. Du jour au lendemain. » Claire ne bougea pas. Elle le sentait glisser dans un récit qui n'avait pas été raconté souvent. Un récit précautionneusement enfermé. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Mais à l'époque, les moyens étaient limités. Et surtout, ils ont eu peur. Honte aussi. Ils l'ont protégé à l'excès, enfermé dans une bulle. Ils ont refusé les traitements expérimentaux, les rééducations longues. Ils ont préféré le confort apparent à l'inconnu. Théo est resté dans son fauteuil. Il a vécu, oui, mais jamais vraiment. Il est mort à 23 ans, d'une infection banale que son corps affaibli n'a pas supporté. Claire sentit sa gorge se serrer. Émile lui parlait d'une voix égale, sans pathos, comme s'il récitait un souvenir devenu pierre. J'étais l'aîné. Je l'ai vu sombrer. Je me suis promis que si un jour j'avais le pouvoir d'agir autrement, je le ferais. Pas pour effacer ce qui est arrivé, mais pour ne pas le répéter. Il tourna enfin le regard vers elle, croisa ses yeux, et Claire y lut une vérité nue, sans phare. Ce que je fais pour Léa, ce n'est pas de la charité. C'est une forme de réparation. Je veux qu'elle ait la chance que Théo n'a jamais eue.
Claire resta un long moment sans répondre. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas une lubie, ce n'était pas un caprice de riche homme d'affaires en quête de reconnaissance. C'était un homme qui portait une cicatrice ancienne, profonde, et qui tentait à sa manière d'en faire quelque chose de bon. « Merci de me l'avoir dit, murmura-t-elle. Vous n'aviez pas à me remercier, mais je pense que vous aviez le droit de savoir. » Un silence encore, mais cette fois plus léger. Claire s'assit à côté de Louis. Ils restèrent là quelques minutes, à regarder les arbres dénudés de la terrasse, le ciel bas, les passants pressés de l'autre côté de la grille. « Léa, elle s'est attachée à vous, dit-elle doucement. Émile sourit, un sourire rare, timide. Elle a une force incroyable. Elle la tient de son père, lança Claire avec une ironie tendre. Puis, voyant son regard interrogateur, elle ajouta « Je plaisante. Il est parti avant même de savoir que j'étais enceinte. Alors oui, peut-être qu'elle la tient, de moi. » Elle le dit sans amertume, comme un fait ancien, digéré. Émile ne posa pas de questions. Il respectait le silence comme on respecte une promesse. Et dans cet instant figé sur un banc de pierre, entre deux mondes, une mère et un homme, abîmés par le passé, se comprirent sans mots superflus. C'était un début. Pas d'une histoire d'amour encore, pas d'un projet commun, mais d'une confiance fragile née de la douleur partagée et de l'espérance offerte. Le retour à Lyon, après les premières semaines à la clinique, fut un choc bien plus brutal que Claire ne l'avait anticipé. Paris, malgré sa froideur administrative, ses trottoirs exigeants et ses journées remplies de soins intensifs, lui avait offert une parenthèse d'espoir, un espace où les choses semblaient enfin avancer. Voir Léa se redresser seule sur un matelas, même pour quelques secondes, avait suffi à raviver une énergie que Claire croyait définitivement éteinte. Mais à peine rentrée, cette lumière intérieure commença à vaciller. Dès les premiers jours, la réalité l'attendait au seuil de leur immeuble. Sa sœur aînée, Maude, l'avait accueillie avec une étreinte rapide, puis l'avait entraînée dans la cuisine, loin des oreilles de Léa. Le ton de sa voix était déjà empreint de scepticisme. « Tu es vraiment parti à Paris aux frais d'un inconnu? Tu l'as laissé t'embarquer comme ça? Tu sais même qui il est, ce type ?» Claire, fatiguée du voyage et encore bouleversée par les progrès de sa fille, avait tenté de répondre calmement. Il ne m'a rien demandé en retour. Il voulait juste aider. Mais Maude n'en démordait pas. Elle voyait dans cette aide un piège, une manipulation, une promesse trop belle pour ne pas cacher un intérêt caché. Ces hommes-là, ils ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Et toi, toute seule avec une gamine handicapée, t'es vulnérable, Claire. Fais attention. Ces mots, prononcés sans méchanceté mais chargés de méfiance, avaient planté un doute dans son esprit. Elle n'avait jamais perçu d'arrière-pensée chez Émile. Il avait toujours été respectueux, discret, presque distant. Mais Maude avait semé quelque chose, et ce quelque chose commença à grandir. L'inconfort ne s'arrêta pas là. Lors de leur première séance de suivi dans un hôpital local recommandé par la clinique parisienne, Claire sentit immédiatement le fossé entre elle et les professionnels. Les médecins, bien que compétents, avaient ce ton légèrement condescendant qu'elle connaissait trop bien. Ils parlaient vite, enchaînaient les termes techniques et semblaient toujours sur le point de lui expliquer ce qu'elle ne pouvait et pas comprendre. Une infirmière lui demanda, sans malice apparente, si elle était la nounou de l'enfant. Une autre, découvrant qu'elle était serveuse, s'étonna qu'elle soit au courant des détails du protocole de rééducation. « Vous avez appris tout ça sur Internet. C'est impressionnant, mais faites attention, il y a aussi beaucoup de bêtises en ligne, vous savez. » Claire serra les dents, retenant la réplique cinglante qui lui montait aux lèvres. Elle n'était pas médecin, non. Mais elle connaissait chaque tension dans le dos de sa fille, chaque spasme, chaque variation dans la manière dont Léa posait les pieds. Elle n'avait pas besoin de diplôme pour savoir quand un exercice allait trop loin, ou quand un autre pouvait, au contraire, ouvrir une porte minuscule vers un progrès réel. Face à cette série de jugements déguisés, Claire commença à se refermer. Elle évitait de parler d'Émile, taisait son aide lorsqu'on l'interrogeait sur les avancées de Léa. Elle avait compris que l'histoire d'un homme riche tombant du ciel pour les aider n'était pas une fable que les autres acceptaient facilement. Les regards changeaient dès qu'elle mentionnait son nom. Certains devenaient envieux, d'autres soupçonneux, quelques-uns même méprisants. Dans la cour de récréation où elle déposait Léa pour ses demi-journées à l'école, elle surprit des bribes de conversation entre parents. On la regardait différemment. Elle, qui était autrefois invisible aux yeux des autres mères,
devenait soudain le sujet de toutes les attentions. Une femme murmura un jour assez fort pour être entendue, « Elle a trouvé un mécène, la Claire. Une vraie success story. » Cela aurait pu la faire sourire si cela n'avait pas été si empreint de malveillance. Face à ces tensions extérieures, Claire ressentit une pression grandissante. Elle ne voulait pas perdre ce qu'elle avait gagné. Mais elle se demandait de plus en plus si elle était capable de vivre dans ce nouvel entre-deux. Un pied dans sa vie d'avant, faite de fatigue, de doutes, de débrouilles, et un autre dans un monde qu'elle ne comprenait pas, peuplé de personnes sûres d'elle, de médecins en blouse blanche, de dirigeants comme Émile. Le pire, cependant, vint de l'intérieur. Un soir, alors qu'elle observait Léa tenter un nouvel exercice de bascule sur une barre parallèle installée à la maison, Claire eut un vertige. Une pensée noire, soudaine, s'imposa à elle. Et si tout cela ne menait nulle part? Et si les progrès étaient une illusion? Et si elle avait embarqué sa fille dans une quête inutile, seulement pour se sentir utile elle-même? Elle recula, assise sur une chaise, la gorge nouée. Léa, concentrée, ne remarqua rien, mais Claire sentit pour la première fois une fissure sérieuse dans sa détermination. Elle avait lutté seule si longtemps qu'être aidée lui semblait maintenant presque une faiblesse. Et cette aide, pourtant salvatrice, devenait lourde à porter dans un monde qui ne lui pardonnait pas de sortir du rôle qu'on lui avait assigné. Ce soir-là, elle s'endormit tard après avoir longuement regardé son téléphone, le nom d'Émile affiché sur l'écran sans qu'elle ose appuyer. Elle voulait lui parler, mais elle ne savait pas comment. Elle ne voulait pas paraître ingrate ni perdue. Elle voulait être forte, mais elle sentait que sa force ne suffisait plus à contenir le poids croissant de cette transition, et dans cette nuit silencieuse, alors que Léa dormait paisiblement, ignorant les tempêtes autour d'elle, Claire comprit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi, déchirée entre gratitude et peur, entre défiance et espoir. Il fallait choisir, non pas entre deux mondes, mais entre céder au regard des autres ou croire enfin que l'extraordinaire pouvait parfois arriver à ceux qu'on n'attend jamais. Les jours reprirent leur cadence, non plus dictés par les exigences imprévisibles du café, mais par les horaires rigides et rythmés de la clinique. Claire avait accepté, après de longues hésitations, de passer plusieurs semaines supplémentaires à Paris, logée dans un petit studio aménagé à quelques rues de l'établissement. Ce changement de décor, cette immersion dans un quotidien entièrement dédié à Léa, modifia profondément son rapport au temps, et sans qu'elle ne s'en rende compte tout de suite, son rapport à elle-même. Chaque matin, elle accompagnait Léa dans les salles lumineuses de la clinique, tenait son manteau, observait les mouvements avec attention. Elle prenait des notes sur un carnet neuf offert par Émile, documentait chaque étirement, chaque réaction musculaire, chaque petit progrès. Les kinésithérapeutes, d'abord distants, avaient appris à la respecter. Ils comprirent rapidement que Claire n'était pas simplement une mère inquiète, mais une partenaire attentive, rigoureuse, toujours prête à apprendre. Elle posait les bonnes questions, refusait les réponses vagues et ne se laissait jamais écarter des décisions. Léa, quant à elle, s'épanouissait. Elle riait plus souvent, mangeait avec appétit et surtout regardait le monde autour d'elle avec une curiosité renouvelée. Elle demandait à faire les exercices seule, tentait des mouvements sans aide, s'exclamait lorsqu'elle réussissait un geste la veille encore impossible. Son corps reprenait lentement confiance, et avec lui son esprit. Émile venait régulièrement. Il n'imposait jamais sa présence, ne s'annonçait pas à l'avance. Il apparaissait à la fin d'une séance, saluait Léa d'un signe joyeux, échangeait quelques mots avec Claire. Il ne restait pas longtemps, mais sa constance construisait un pont invisible entre eux. Claire ne le redoutait plus, ne se méfiait plus. Elle avait cessé de chercher un sens caché à son geste. Ce qu'elle voyait désormais, c'était un homme discret, attentif, toujours respectueux, qui ne cherchait pas à s'immiscer mais à soutenir. Peu à peu, des habitudes s'installèrent. Un jour, il lui proposa un café, pendant que Léa terminait une session de renforcement musculaire. Ils s'assirent à une table en terrasse, dans un petit bistrot voisin. Ce fut d'abord quelques échanges banals. La météo, les embouteillages, les horaires des séances. Mais, au fil des jours, les silences entre eux devinrent moins pesants, les regards plus directs, les mots plus personnels. Claire apprit que malgré sa réussite, Émile vivait seul dans un appartement vaste mais impersonnel, et qu'il n'avait jamais eu de famille à lui, ni enfant, ni compagne durable.
Il avait dédié sa vie à son entreprise, à ses recherches, à tenter de corriger ce que la vie n'avait pas réparé. Elle lui parla de ses rêves abandonnés, l'envie d'enseigner, les études interrompues, les années perdues à survivre plutôt qu'à construire. Elle ne se plaignait pas, elle constatait. Lui ne jugeait pas, il écoutait. Parfois, il riait. Un jour, Léa, entendant Émile dire qu'il avait une réunion importante et ne pouvait rester longtemps, lui lança d'un ton sérieux. « Même les gens riches doivent aller au travail ? Je croyais que tu pouvais faire ce que tu veux. » Il avait éclaté de rire, surpris par la franchise de la fillette. Depuis ce jour, elle l'appelait « Monsieur Important », sur un ton de défi taquin, ce qui le faisait sourire chaque fois. Leur complicité grandissait. Léa demandait à Émile de rester plus longtemps, de venir voir ses progrès, de lire avec elle des histoires. Claire laissait faire, observant ce lien naissant avec une prudence de mère, mais sans crainte. Un après-midi d'hiver, alors que le ciel menaçait de neige, Claire et Émile se retrouvèrent à marcher lentement le long de la Seine, Léa endormie dans sa poussette adaptée. La ville semblait figée, enveloppée dans un calme ouaté. Claire s'arrêta pour regarder l'eau, ses mains dans les poches de son manteau. « Je ne sais pas comment ça va finir, murmura-t-elle. »« Moi non plus, répondit-il, mais parfois il ne faut pas chercher la fin, juste le prochain pas. » Elle hocha la tête, touchée par la simplicité de sa réponse. Puis, d'un ton plus léger, elle demanda « Vous êtes toujours comme ça, à surgir dans la vie des gens avec des solutions et du silence ?» Il sourit doucement. « Non, d'habitude je suis plutôt du genre à m'effacer. » « Et pourquoi pas cette fois ?» Il la regarda longuement, puis répondit sans détour « Parce que vous m'avez arrêté. » Ils restèrent là, un moment, sans mots, la ville autour, deux semblant retenir son souffle. Claire comprit alors que ce qu'ils étaient en train de construire ne se définissait pas encore. Ce n'était ni une histoire d'amour, ni une simple amitié, ni un contrat moral. C'était un lien fragile mais réel, entre deux solitudes conscientes de leur poids, entre deux âmes qui, sans se chercher, s'étaient trouvées. Et pendant que Léa dormait, bercée par le roulis discret de la poussette, un équilibre nouveau s'installait entre eux. Ni dépendance ni dette, mais une alliance étrange fondée sur le respect mutuel, l'admiration discrète et cette sensation rare que parfois, malgré tout, les bonnes personnes se croisent au bon moment. Les semaines suivantes se déroulèrent sous le signe d'un enthousiasme contenu. Chaque jour à la clinique semblait porter un progrès, même infime. Léa réussissait désormais à se tenir debout sans appui durant plusieurs secondes. Elle parvenait à faire glisser un pied devant, l'autre sur une distance courte, les bras écartés pour maintenir son équilibre. Les kinésithérapeutes commençaient à évoquer la possibilité d'un déambulateur adapté. Claire, elle, n'osait plus projeter, mais elle enregistrait chaque sourire, chaque geste maîtrisé, comme autant de preuves que l'effort valait la peine. Ce fut un matin glacial de janvier que tout bascula. La séance avait commencé comme d'habitude, dans la grande salle vitrée de la clinique, baignée par une lumière blanche et douce. Léa enchaînait les exercices avec une concentration intense, suivie par deux thérapeutes. Claire était assise à l'écart, comme à son habitude, son carnet ouvert sur les genoux, notant discrètement les observations. Émile n'était pas encore arrivé ce jour-là. Soudain, un bruit sourd, puis un cri étouffé. Claire releva brusquement la tête. Léa venait de tomber. Une chute bête, un déséquilibre sur une marche en mousse pourtant conçue pour amortir les mouvements. Mais son petit corps s'était tordu, les jambes prises sous elle. Un des kinésithérapeutes s'était précipité. L'autre tentait de rassurer la fillette. Claire s'était levée d'un bond, déjà en mouvement. Le médecin de garde arriva rapidement, déclara qu'il n'y avait pas de fracture, mais recommanda un repos strict. Ce genre de chute, bien que fréquente dans les processus de rééducation, représentait un coup dur, surtout pour un enfant. Léa était silencieuse, choquée, les yeux humides. Elle refusait de regarder sa mère. Claire, elle, sentait une chaleur douloureuse monter dans sa poitrine. Elle avait du mal à respirer. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle effleurait les cheveux de sa fille. Le soir, de retour dans leur studio, le silence s'installa entre elles. Claire tenta de plaisanter, de rassurer, mais Léa restait renfermée, détournant le visage, le regard vide. Elle finit par s'endormir, la mâchoire contractée, les poings serrés. Émile vint le lendemain. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, son visage se referma. Il s'informa des détails auprès de Claire, de l'équipe médicale,
puis se contenta de rester dans un coin de la chambre, sans bruit. Claire, d'abord soulagée de sa présence, se surprit bientôt à ressentir une irritation sourde. Elle ne voulait pas de spectateurs, elle ne voulait pas de témoins de cette défaite, et surtout, elle ne voulait pas de sa compassion. Le surlendemain, Léa refusa de se lever. Claire insista, tenta de la motiver, mais l'enfant restait figé, muré dans un refus silencieux. L'équipe médicale recommanda une pause, quelques jours de repos. Claire, rongée par la culpabilité, tourna en rond dans le studio exigu. Chaque bruit, chaque soupir de sa fille la frappait comme un reproche. Le soir venu, elle retrouva Émile à la sortie de la clinique. Il l'attendait, les mains dans les poches, le regard inquiet. Claire s'approcha lentement, la fatigue dessinée sur ses traits. « Elle ne veut plus essayer, murmura-t-elle. Elle a peur, et je la comprends. » Émile voulut répondre, mais elle leva la main. « Non, laissez-moi parler. Je crois que j'ai fait une erreur. Je l'ai poussée trop loin, trop vite, parce que j'y ai cru, parce que vous y avez cru aussi. Et maintenant, elle souffre. Et moi, je ne sais plus si je fais ça pour elle ou pour moi. » Il resta silencieux, respectueux de sa détresse. Elle poursuivit, sa voix brisée. « Peut-être que c'est vous le problème. Pas vous, personnellement, mais ce que vous représentez. Cet espoir trop grand, cette idée qu'on peut tout réparer avec de la technologie, de la volonté, de l'argent. » Émile baissa les yeux. Il ne se défendit pas. Claire, tremblante, sentit les larmes monter, mais les ravala. « Vous êtes arrivé dans notre vie, comme une réponse à une prière que je n'avais même plus la force de formuler. Et au début, j'ai cru que c'était le miracle. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai perdu quelque chose. Mon instinct, mon rythme, ce lien que j'avais avec ma fille, cette manière de savoir, sans mots, ce qu'elle pouvait supporter ou pas. Et je l'ai troqué contre des promesses que je ne maîtrise pas. » Elle recula d'un pas, comme pour marquer une distance symbolique. « J'ai besoin de réfléchir, seul, avec elle, sans pression, sans agenda, sans vous. » Émile acquiesça lentement, douloureusement. Il ne chercha pas à la retenir. Il comprenait. Peut-être même avant qu'elle ne parle, il avait senti que ce moment viendrait. Ce n'était pas une rupture, mais une mise à distance nécessaire. Une pause entre deux êtres qui, sans se l'avouer encore, commençaient à tenir l'un à l'autre. Cette nuit-là, Claire n'écrivit rien dans son carnet. Elle resta éveillée, assise au pied du lit de Léa, observant le souffle paisible de son enfant. Elle pensa à ses erreurs, à sa hâte, à sa peur de ne pas être assez. Elle pensa à Émile, à sa douleur contenue, à ce qu'il avait voulu réparer à travers elle. Et au fond d'elle, une question surgit, ténue, mais insistante. Était-ce vraiment une erreur, ou seulement une étape douloureuse sur un chemin plus long que prévu? Le silence qui suivit leur confrontation dura plusieurs jours. Claire se concentra entièrement sur Léa, prenant soin de ne pas brusquer son rythme, de ne pas insister lorsque la fillette refusait de se lever, de se mouvoir ou même de parler. Le lien entre elles, mis à mal par la pression qu'elle avait, imposée inconsciemment, semblait fragile, comme un fil tendu prêt à se rompre. Claire réapprit à écouter, à attendre, à simplement être là, présente, sans attendre de résultats immédiats. Elle abandonna les schémas, les horaires stricts, les plans méthodiques. À la place, elle choisit le calme, la lenteur, l'intuition. Et doucement, imperceptiblement, quelque chose commença à se rétablir. Un matin, Léa lui demanda timidement si elle pouvait retourner à la clinique. Claire accepta sans commenter, dissimulant l'émotion qui la submergeait. Elle prévint l'équipe médicale, précisa qu'il s'agirait d'une visite d'observation, sans pression. Léa accepta de participer à une séance légère, presque ludique. Ce fut un moment suspendu, fragile, mais porteur d'une nouvelle promesse, celle de repartir, mais autrement. Ce même jour, en sortant de la clinique, Claire croisa Émile. Il attendait dans le hall, assis sur un banc, les mains jointes entre les genoux, le regard baissé. Il se leva lentement en la voyant approcher, comme s'il ne savait pas s'il devait rester ou s'en aller. Claire s'arrêta devant lui, le regarda longuement, puis lui fit un signe discret de la tête. Il la suivit dehors. Ils marchèrent en silence quelques minutes, jusqu'à un petit square où ils s'assirent sur un banc de bois. L'air était froid, mais sec. Paris brillait de cette lumière d'hiver pâle qui rend les choses à la fois plus nettes et plus floues. Claire parla la première. «
Je vous ai jugé sévèrement. Je sais que vous n'aviez pas de mauvaises intentions. C'est juste que, parfois, la peur prend toute la place. » Émile ne répondit pas tout de suite. Il semblait chercher ses mots, comme s'il ne voulait pas dire trop ou mal. « J'ai été égoïste, dit-il enfin, pas en vous aidant, mais en croyant que ça suffirait, en pensant que ce que je n'ai pas pu faire pour mon frère, je pourrais le faire pour vous. Pour Léa. » Claire le regarda intriguée. « Ce n'est pas de l'égoïsme, Émile. C'est humain. C'est une façon d'aimer, même si elle est maladroite. » Il sourit sans joie. « Quand Théo est mort, je me suis senti coupable pendant des années. Pas seulement parce qu'il était handicapé, mais parce que je l'avais laissé seul. Je m'étais éloigné de lui, je n'avais pas voulu voir sa douleur. J'étais adolescent et je voulais vivre. Je le fuyais parce qu'il me renvoyait à ce que je ne voulais pas affronter. J'ai fui jusqu'à ce qu'il parte, et après, j'ai bâti des machines, des programmes, des traitements, pour ne plus jamais me sentir impuissant. » Il fit une pause, le regard perdu dans le balancement lent d'un arbre. « Mais vous m'avez montré autre chose, que parfois ce n'est pas le contrôle qui guérit, c'est la présence, la foi, l'acharnement doux. Ce que vous avez avec Léa, ce n'est pas de la stratégie, c'est un lien vital. Moi, je pensais pouvoir m'y greffer avec des outils, mais ce lien-là, je ne l'avais jamais vu, et il m'a bouleversé. » Claire sentit une chaleur étrange monter en elle. Il y avait dans les mots d'Émile une vulnérabilité rare, presque douloureuse à entendre. « Vous n'avez pas besoin de vous greffer à notre lien. Vous en avez créé un autre, Émile. Léa vous aime, elle parle de vous tous les jours. Elle attend vos visites. Et moi, je vous fais confiance. Même si parfois j'ai besoin de reprendre le contrôle, même si j'ai peur de perdre ce que j'ai mis des années à construire. » Elle inspira profondément, puis ajouta, plus doucement, « Vous m'avez donné une force que je n'aurais pas trouvée seule. Mais cette force, je dois aussi apprendre à l'utiliser à ma façon. » Il hocha la tête, comprenant enfin que leur relation ne pouvait pas être un sauvetage, ni un échange de dettes, mais un équilibre fragile, mouvant, à ajuster en permanence. Ils restèrent là longtemps, sans parler, les mains presque jointes, sur le banc, un souffle de confiance passant entre eux. Il n'y avait pas encore d'amour formulé, pas de serment, juste une vérité. Ils étaient deux êtres cassés, chacun à leur manière, qui avaient trouvé à travers une enfant un chemin vers autre chose, quelque chose de plus doux, de plus juste. En rentrant, Claire raconta à Léa qu'elle avait revu Émile. La fillette ne dit rien, mais le soir, elle demanda si Monsieur Important pourrait revenir bientôt. Claire sourit, caressa les cheveux de sa fille et répondit que oui, s'il le voulait, il reviendrait. Car désormais, il ne s'agissait plus de l'aider, mais de faire partie du monde qu'elle bâtissait, jour après jour, pas à pas. La fin de l'hiver s'annonçait avec un ciel moins oppressant, et dans l'air une promesse discrète de renouveau. Après les moments d'arrêt, les doutes et les révélations, Claire prit une décision qu'elle n'avait encore jamais osé envisager pleinement. Elle allait tout miser sur une dernière phase de traitement intensif pour Léa, non pas comme une tentative désespérée, mais comme un engagement total. Une sorte de pacte silencieux entre elle et sa fille, où chaque instant serait dédié au progrès, à l'attention, à l'amour. Elle en parla d'abord à Léa. Lui demanda son avis, ses envies. La réponse fut claire. Léa voulait marcher. Pas pour plaire, pas pour répondre à une attente, mais parce qu'elle sentait que c'était possible. Claire décida alors de suspendre temporairement son emploi au café, d'organiser son absence avec l'accord du patron, qui, à sa grande surprise, accepta sans protester. Elle mit en location leur petit appartement à Lyon pour couvrir une partie des frais de séjour à Paris et accepta une aide ponctuelle d'Émile pour compléter ce qu'elle ne pouvait pas assumer seule. Cette fois, elle l'avait demandé, non plus comme un cadeau tombé du ciel, mais comme une contribution concrète à un projet commun. Ensemble, ils avaient réécrit les termes de leur lien. La clinique accepta d'intégrer Léa dans un programme intensif de 6 semaines, axé sur la stimulation neuromusculaire, la coordination fine et la mobilisation volontaire. Le protocole comprenait plusieurs heures d'exercice par jour, accompagnées de sessions psychomotrices et de suivi psychologique. Claire assista à chaque étape, présente dans les moindres détails, soutenant, corrigeant, encourageant. Elle devenait, aux yeux des soignants, une collaboratrice à part entière. Les médecins la consultaient, les kinésithérapeutes lui demandaient des conseils. Les assistants l'observaient
comme un modèle d'implication parentale. Les premières semaines furent éprouvantes. Léa pleurait parfois de fatigue, hurlait, de frustration quand son corps refusait d'obéir, mais elle ne renonçait jamais. Chaque matin, elle enfilait sa combinaison de rééducation avec une expression de soldat prête à affronter la bataille. Elle avait 6 ans, mais dans son regard, il y avait une maturité bouleversante. Claire se levait avant l'aube, préparait les repas, vérifiait les exercices, relisait les notes, répétait les gestes en pensée pour mieux les transmettre. Elle n'avait jamais été aussi fatiguée, ni aussi vivante. Émile, de son côté, venait chaque fin de semaine. Il assistait à une séance ou deux, passait du temps avec Léa, mais laissait Claire diriger. Il ne s'imposait plus. Il observait avec respect, intervenait si on lui demandait. Il avait compris que dans ce dernier effort, Claire avait besoin d'être le pilier central. Il soutenait en retrait, mais avec constance. Un jour, il emmena Léa au jardin du Luxembourg. Elle marchait encore avec un harnais spécial, attaché à une structure mobile, mais riait aux éclats en voyant les marionnettes du théâtre de Guignol. Claire, assise sur un banc, les regardait. Elle vit sa fille, suspendue à un fil d'espoir, et cet homme, autrefois si distant, devenu une silhouette familière, presque indispensable. Ce jour-là, elle ne sentit pas le besoin de tout analyser. Elle accepta ce qu'elle voyait comme une vérité simple. Elle n'était plus seule, et cela, sans l'effrayer, lui donnait une force nouvelle. À la clinique, les résultats commencèrent à se manifester plus clairement. Les médecins prudents parlaient d'une amélioration significative. Les muscles de Léa répondaient au mieux, son équilibre s'affinait, ses mouvements devenaient plus précis, mais surtout, sa confiance s'épanouissait. Elle osait, elle tombait, se relevait, elle riait, elle s'agaçait, elle vivait. Claire, témoin privilégié, sentait que ce combat qu'elle menait depuis tant d'années trouvait enfin un écho au-delà de ses propres forces. C'était comme si chaque minute passée dans l'ombre trouvait une lumière en retour. La veille de la dernière semaine, Claire organisa une petite fête dans le salon commun de la clinique. Quelques enfants, des parents, le personnel. Émile apporta des viennoiseries d'une boulangerie de quartier. Léa fabriqua des invitations à la main. Ce fut un moment simple, sincère, loin de toute solennité. Mais pour Claire, c'était une façon de marquer une transition. Non pas une fin, mais une bascule vers autre chose. Elle ne savait pas ce que serait demain. Elle ne savait pas si Léa marcherait un jour sans aide. Mais elle savait qu'elle avait tout donné. Et cela suffisait. Le soir, seule sur le balcon du studio, Claire regarda les lumières de la ville et pensa à tout ce qui s'était passé. À ses peurs, ses renoncements, ses élans, à Léa, si petite, si forte, à Émile, si éloigné au début, si proche aujourd'hui. Et elle se dit que parfois, ce n'est pas la destination qui importe, mais la manière dont on décide de marcher, même en trébuchant, même en boitant. Car au fond, l'essentiel était là. Continuer à avancer, ensemble. Ce matin-là, l'air parisien semblait plus léger, plus clair. Une de ces journées d'avril où le ciel s'étire d'un bleu tendre au-dessus des toits et où le vent, bien que frais, annonce les promesses du printemps. Claire se leva avant le lever du soleil, comme à son habitude. Elle ouvrit doucement la fenêtre du petit studio, laissa entrer l'air frais puis se dirigea vers le lit de Léa. La petite dormait encore, paisible, les paupières frémissantes, les cheveux éparpillés sur l'oreiller. Claire s'assit à côté d'elle, posa une main légère sur son dos. Chaque matin commençait ainsi, dans ce silence complice, avant la frénésie des exercices, des soins, des bilans. Ce jour-là, pourtant, une énergie différente flottait dans l'air. Ce n'était pas une certitude, pas un pressentiment clair, mais quelque chose dans le regard de Léa lorsqu'elle ouvrit les yeux fit frissonner Claire. Une lueur, une force tranquille, presque nouvelle. Léa sourit, s'étira et dit simplement « Aujourd'hui, je veux essayer ». Claire ne répondit « Pas ». Elle se contenta de lui rendre son sourire puis l'aida à se préparer, à s'habiller, à enfiler ses orthèses. À la clinique, les couloirs semblaient moins froids, les murs plus accueillants. L'équipe, désormais familière, accueillit Léa avec des encouragements discrets, sans trop de bruit. Tout le monde savait que la fillette traversait un cap. Pas besoin de mots inutiles. Le programme de la matinée comportait une session dans la salle d'équilibre, un espace aménagé avec des tapis, des barres parallèles, des miroirs. Claire s'installa comme d'habitude sur un petit banc,
son carnet ouvert sur les genoux, mais elle ne nota rien. Elle observait. Léa se plaça entre les barres, guidée par une kinésithérapeute douce et attentive. Claire remarqua l'immobilité de ses épaules, la concentration dans son regard, les doigts fermement posés sur les barres. Elle attendit. Léa fit un mouvement, puis un autre. Des micro-ajustements, comme si elle parlait à son corps en silence. Puis avec un souffle déterminé, elle leva légèrement un pied, le posa plus loin, puis l'autre. 3 pas. 3 vrais pas, hésitants, fragiles, mais autonomes. Pas retenus, pas tenus, pas assistés. Un silence se fit dans la pièce. La kinésithérapeute arrêta son mouvement, les yeux humides. Claire, elle, sentit tout l'air s'échapper de ses poumons. Elle se leva d'un bond, les mains tremblantes. Léa tourna la tête vers elle, ses joues rougies d'effort, les bras encore tendus vers les barres, et dit dans un souffle « Maman, j'ai marché ». Claire s'avança sans parler et la prit dans ses bras. Elle la souleva doucement, la serra contre elle, les larmes coulant librement. Pas des larmes de tristesse, des larmes pleines, lourdes, débordantes. Tout était là, dans ces 3 pas. Les années de lutte, les nuits sans sommeil, les doutes, les prières silencieuses, les renoncements, les peurs. Et cette victoire, petite, certes, mais immense. Émile arriva en retard ce jour-là. Il n'avait pas prévu de venir, mais un appel impromptu de Claire, à voix basse, avait suffi à le faire traverser la ville à toute vitesse. Lorsqu'il entra dans la salle, Léa était assise sur un tapis, souriante, fière. Claire, encore bouleversée, se leva pour l'accueillir. Il lut tout dans ses yeux sans qu'elle n'ait besoin de dire un mot. Il s'agenouilla devant Léa, lui prit la main. « On m'a dit que tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, » murmura-t-il. « 3 pas, » répondit-elle, en montrant fièrement 3 doigts. Il embrassa sa main puis regarda Claire. Ce regard-là n'était plus celui d'un mécène, ni d'un spectateur. C'était celui d'un homme bouleversé, témoin d'un miracle façonné par la persévérance, l'amour, la douleur et l'espoir. Claire, sans réfléchir, posa sa main sur la sienne. Ce geste-là ne contenait pas de promesse, mais une évidence. Dans les jours qui suivirent, Léa recommença. 3 pas, puis 4, puis 5. Parfois elle tombait, parfois elle refusait, parfois elle recommençait 10 fois le même mouvement. Mais désormais, la frontière était franchie. Le possible avait été touché du doigt, et il ne s'effacerait plus. Claire reprenait ses notes, non plus pour chercher des solutions, mais pour célébrer les progrès. Elle dessinait des courbes, traçait des plans, mais avec légèreté. Elle riait plus souvent. Léa chantait à voix haute. Émile passait plus de temps avec elle, parfois pour déjeuner, parfois simplement pour lire une histoire. Leur quotidien n'était pas encore simple, mais il était habité, vrai. Une après-midi, dans un petit parc derrière la clinique, Léa tenta de courir. Elle trébucha, tomba sur l'herbe, éclata de rire. Claire accourut, inquiète, mais Léa la rassura d'un geste. « Ça fait pas mal? C'est comme les enfants normaux. » Et dans cette phrase, Claire comprit que le plus grand des progrès n'était peut-être pas physique. C'était cette acceptation, ce regard nouveau que sa fille portait sur elle-même. Elle n'était plus définie par ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle existait dans ses essais, ses chutes, ses rires. Le soir venu, alors qu'elle regagnait leur studio main dans la main, Léa appuyait sur sa nouvelle canne colorée, cadeau d'Émile. Claire sentit que quelque chose en elle s'apaisait. Elle n'attendait plus le moment où tout serait parfait. Elle savourait celui où tout était en train de devenir, et ce moment-là, elle ne l'échangerait pour rien au monde. Le printemps avait finalement posé son empreinte sur Paris et, avec lui, une atmosphère de renouveau imprégnait chaque coin de rue, chaque souffle d'air. Les arbres, autrefois nus, se paraient maintenant de feuilles jeunes, et les fenêtres grandes ouvertes laissaient échapper des musiques joyeuses, des éclats de voix, des parfums de repas. La vie reprenait doucement, et dans ce mouvement général, Claire ressentait elle aussi une transition profonde, non seulement dans le corps de Léa, désormais capable de faire quelques pas en autonomie avec sa petite canne colorée, mais aussi dans son propre cœur. Elle avait passé tant de temps à survivre qu'elle en avait presque oublié ce que c'était que construire. Et pour la première fois depuis des années, cette construction semblait possible. À la clinique, l'équipe médicale se montrait enthousiaste, mais prudente. Les progrès de Léa étaient réels, durables, et les projections étaient encourageantes. Mais ce qui impressionnait le plus,
Au-delà des résultats physiques, c'était l'esprit combatif de la fillette, sa capacité à se relever, à recommencer, à transformer chaque chute en défi. Plusieurs médecins, lors des bilans finaux, mentionnèrent l'implication exceptionnelle de Claire dans le processus, son attention, sa précision, son aptitude à motiver sans contraindre. Un après-midi, après une séance particulièrement réussie, le directeur de la clinique demanda à la voir dans son bureau. Claire entra un peu inquiète, pensant à une formalité administrative, mais l'entretien prit rapidement une autre tournure. « Madame Dumas, dit-il en consultant un dossier, vous avez accompagné votre fille avec un engagement et une efficacité rares. Nous avons rarement vu un parent aussi investi, aussi rigoureux. Votre compréhension des méthodes de rééducation, votre manière de collaborer avec notre équipe, votre aptitude à percevoir les moindres signaux chez votre enfant, tout cela nous a beaucoup impressionnés. » Claire ne sut quoi répondre. Elle hocha la tête simplement, attendant la suite. « Nous avons un poste à pourvoir ici, au sein de notre programme de soutien aux familles. Il s'agit d'un rôle d'accompagnement, de conseil, de formation. Une passerelle entre les thérapeutes et les parents. Une présence rassurante, compétente, humaine. Quelqu'un qui comprend vraiment ce que cela signifie de vivre cette épreuve. » Elle resta figée. L'idée d'un emploi stable, dans un domaine qui la passionnait, qui avait tant de sens pour elle, lui semblait presque irréelle. « Nous aimerions vous proposer ce poste, » reprit-il. « Ce n'est pas une proposition par pitié ou reconnaissance. C'est une offre professionnelle, basée sur ce que nous avons observé. Bien sûr, cela impliquerait que vous restiez à Paris. Nous savons que ce n'est pas rien, mais nous pensons que vous avez ici un rôle important à jouer. » Claire ressortit, de l'entretien encore sous le choc. Elle marcha longtemps dans les rues voisines, guidée par une énergie confuse. Elle pensait à son appartement à Lyon, à son travail au café, à Maude, à cette vie qu'elle avait laissée derrière quelques mois plus tôt. Elle pensait à Léa, à ce que Paris représentait pour elle. Et surtout, elle pensait à ce que cette nouvelle possibilité pouvait incarner, une vie réinventée, non plus autour du manque, de l'adaptation, de la survie, mais autour de l'action, de la transmission, de la force. Le soir, elle en parla à Léa. La fillette écouta, attentive, puis demanda « Si tu travailles ici, ça veut dire qu'on resterait? On ne retourne pas à Lyon ?» Claire hésita une seconde, puis répondit doucement « Seulement si tu veux. Rien ne nous oblige à rester. Mais ici, on a un endroit où tu grandis bien, où on peut avancer ensemble. Et maman pourrait aussi aider d'autres mamans, comme celle que j'étais avant. » Léa sourit. « Alors on reste. J'aime bien ici. Et puis, il y a monsieur. Important. » Ce dernier, justement, arriva 1 heure plus tard, comme souvent le vendredi soir. Claire l'attendait dans la cour de la résidence. Elle l'invita à s'asseoir. Il accepta sans rien dire, sentant qu'un moment particulier se préparait. Elle lui raconta la proposition. Les mots sortaient sans tremblement. Elle parlait avec clarté, avec détermination. Émile l'écoutait, attentif, sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il garda le silence quelques secondes, puis hocha la tête. « C'est une belle proposition. Et tu es la personne idéale pour ça. Tu le sais. » Elle le regarda, surprise par le tutoiement qu'il venait d'adopter. Mais elle ne s'en formalisa pas. Au contraire, ce glissement naturel confirmait ce qu'elle ressentait depuis quelque temps. Ils étaient passés à un autre niveau, moins formel, plus intime, sans nom précis encore, mais indiscutable. « Je veux faire ça, dit-elle. Mais j'aimerais que ce ne soit pas seulement pour Léa, j'aimerais que ce soit pour d'autres aussi. » Émile acquiesça. Il sortit un dossier de sa sacoche, comme s'il avait anticipé ce moment. À l'intérieur, un projet qu'il mûrissait depuis des mois, une fondation pour la rééducation infantile, accessible à tous, financée par son entreprise, mais dirigée de manière autonome. Il n'avait pas encore choisi de coordinateur. Il ne cherchait pas un profil administratif. Il cherchait une personne capable de comprendre, d'agir, de fédérer. « Ce poste pourrait être à toi, » dit-il doucement. « Pas pour te récompenser, pas pour t'attacher à moi, mais parce que tu es celle qui a vu ce que je voulais faire, avant même que je le formule. » Claire prit le dossier, le feuilleta. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle savait que ce genre de décision devait mûrir. Mais au fond d'elle, quelque chose d'essentiel venait de se poser. Ce n'était plus seulement une suite logique, c'était une nouvelle vocation. Et elle n'était pas seule pour l'embrasser. Quand elle rentra ce soir-là,
Léa dormait déjà. Claire s'assit près d'elle comme à son habitude, puis chuchota doucement, plus pour elle-même que pour sa fille. « On est en train de changer notre vie, ma chérie. Et cette fois, c'est nous qui choisissons comment. » Le temps avait poursuivi sa course, imperturbable. Les jours s'étaient empilés en souvenirs doux, en routines réconfortantes, en petites victoires invisibles aux yeux du monde, mais immenses pour ceux qui les vivaient. Paris, d'abord ville de passage, était devenu leur territoire. Claire, désormais en poste à la clinique, avait trouvé un rythme qui lui convenait. Elle partageait ses journées entre les réunions avec les équipes, les entretiens avec les familles nouvellement arrivées, les formations qu'elle donnait à de jeunes parents et les retours chez elle, où Léa l'attendait avec ses cahiers d'exercices, ses histoires à raconter, ses dessins. Léa, elle, poursuivait sa progression. Elle ne courait pas encore. Mais elle marchait à petits pas assurés, appuyée sur sa canne qu'elle avait elle-même recouverte d'autocollants multicolores. Chaque pas était une déclaration d'indépendance. Chaque mouvement, un rappel de tout ce qu'elle avait surmonté. À l'école, elle s'était fait des amis. Elle parlait avec enthousiasme de ses projets, de ses jeux, de son désir d'apprendre à nager cet été. Émile, fidèle à lui-même, restait présent sans jamais envahir. Il passait souvent le samedi avec elle, venait chercher Léa à l'école, de temps en temps, partageait des dîners simples, des promenades, des discussions de fin de journée. Leur relation à lui et Claire avait évolué sans qu'aucun mot n'ait été posé pour la définir. Il n'y avait pas eu de déclaration, pas de demande, pas de promesse. Juste une constance, une intimité douce, une complicité évidente. Ils étaient là l'un pour l'autre, et cela suffisait. Un dimanche de mai, la ville célébrait une fête de quartier dans le 6e arrondissement. Des stands de nourriture, des musiciens de rue, des enfants courant entre les ballons et les bulles de savon. Claire, Léa et Émile y étaient devenus presque par hasard, attirés par le bruit joyeux et les couleurs vives. Claire tenait la main de Léa. Émile marchait à côté d'elle. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cette scène, rien de grandiose. Juste 3 personnes marchant ensemble, partageant une fin d'après-midi ordinaire. Mais pour eux, tout était là. Léa aperçut un stand de ballons et se mit à tirer légèrement sur la main de sa mère. Claire s'arrêta, la regarda. La petite la fixa, puis, avec un sourire espiègle, lâcha sa main, se redressa sur ses jambes, serra un peu plus sa canne et partit lentement vers les ballons, seule. 3 mètres, 4, 5. Claire ne bougea pas. Émile non plus. Ils la regardèrent aller jusqu'au vendeur, pointer du doigt un ballon rouge en forme de cœur, tendre une pièce de monnaie qu'elle avait gardée précieusement dans sa poche. Quand elle revint, rayonnante, le ballon flottant derrière elle, elle courut presque les 2 derniers mètres, les bras ouverts. Claire s'accroupit pour la recevoir. Émile se pencha aussi. Ils formèrent un cercle silencieux juste un instant, et dans ce cercle tout prenait sens. Le soir, de retour à l'appartement, Claire alluma la bouilloire pendant qu'Émile aidait Léa à retirer ses chaussures. La fillette s'installa sur le canapé, le ballon attaché à son poignet, déjà endormi à moitié. Claire la regarda, puis se tourna vers Émile. « Tu restes dîner ?» Il acquiesça, sans parler. « Et après, tu restes dormir ?» Cette fois, il la regarda dans les yeux. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Je resterai bien, mais seulement si c'est ce que tu veux. » Claire s'approcha, lui prit la main. « C'est ce que je veux. » Il sourit, un sourire qui n'était ni triomphal ni soulagé. Un sourire tranquille, un sourire d'homme qui savait qu'il n'entrait pas dans une histoire d'amour classique, mais dans quelque chose de plus grand, de plus fragile, de plus réel. Ils dînèrent ensemble, puis couchèrent Léa. Claire lui lut une histoire pendant qu'Émile rangeait la cuisine. Ensuite, ils s'assirent côte à côte sur le canapé. Aucune parole n'était nécessaire. Le silence leur appartenait. Les enfants, semaines qui suivirent, confirmèrent ce qu'ils avaient deviné ce soir-là. Ils n'avaient pas besoin de conventions, de cérémonies, de déclarations. Leur lien se tissait au quotidien, dans les repas partagés, les décisions prises à 2, les projets construits autour de Léa, mais aussi autour d'eux. Une famille différente mais solide. Une famille née non pas d'un hasard mais d'un choix répété, jour après jour. Et même si le monde autour d'eux ne comprenait pas toujours cette configuration singulière, une mère célibataire, devenue experte en rééducation, une fillette autrefois en fauteuil roulant devenue une héroïne discrète, un homme riche devenu ancrage et partenaire.
cela importait peu. Car ils savaient au plus profond d'eux que dans ce trio improbable, dans cette maison pleine de rires, de silences partagés et de gestes tendres, il s'était créé quelque chose que rien ne pourrait effacer. Pas un conte de fées, mais une vérité. Et c'était plus que suffisant.